Bonjour Alicia. Alors Alicia, tu es la cofondatrice de Make.org. Ce qui est intéressant dans la démarche de Make.org, c'est que contrairement à ce qu'on vient d'évoquer pendant presque 45 minutes maintenant, la plateforme Make.org est un outil qui, au contraire, utilise le numérique comme un accélérateur de démocratie. C'est le pendant optimiste de la question, et en l'occurrence, accélérateur démocratique au sens de la participation démocratique. J'aimerais d'abord essayer de comprendre quelle est la mission de Make.org et finalement quel est votre objectif avec le numérique quand vous montez une plateforme comme celle-là. Alors, Make.org, c'est une entreprise qui a un petit peu plus de 4 ans et effectivement, on s'est donné une mission à travers le numérique, mais une mission d'engager massivement les citoyennes et les citoyens dans la transformation positive de la société. Donc en fait, on est parti de 2 constats qui se sont, on va dire, confirmés à travers les années. Le premier, on en a un peu parlé aujourd'hui, plutôt beaucoup même. Le premier est plutôt négatif et concerne nos démocraties représentatives qui sont très, très, très fragilisées. C'était le cas il y a 4 ans, c'est encore plus le cas aujourd'hui. Elles le sont fragilisées face à des sociétés qui sont de plus en plus fragmentées, la crise des corps intermédiaires qui ne peuvent plus totalement jouer leur rôle. On en a parlé aussi aujourd'hui, mais il y a ce changement de paradigme, cette uniformité du corps électoral qui fait face maintenant à la multitude qui communique et qui s'organise à travers les réseaux, et ça échappe à nos institutions. Et tout cela contribue à un désenchantement démocratique qui s'observe dans les urnes. On a parlé d'abstention et qui a une conséquence vraiment très très grave pour l'action publique, parce qu'elle peut figer, ce désenchantement fige potentiellement cette action publique, la rendre presque inefficace. Et donc ça, c'est un problème pour nos sociétés dans leur ensemble. Le second constat qu'on a fait il y a 4 ans, et c'est là où la touche Make.org, on va dire, intervient, c'est qu'on a fait un constat également positif. Vous allez voir, on est très tourné vers l'action et la mise en œuvre positive. Le second constat, donc, il est plus positif, c'est celui d'une volonté d'engagement citoyenne qu'on n'a jamais vue jusque-là. La société civile s'est rendue compte qu'elle a sa propre capacité à agir, même indépendamment des pouvoirs publics, et c'est une force incroyable sur laquelle on peut construire beaucoup de choses. Donc voilà, fort de ces 2 observations, on a construit le projet Make.org autour d'un projet de démocratie participative, on va y revenir, donc un projet qui vise à renforcer la démocratie représentative à travers la démocratie participative, donc avec cet objectif face à l'ultra-fragmentation, de recréer une part commune, de recréer un débat apaisé. On a parlé, ce n'est pas des débats très apaisés sur les réseaux sociaux, en tout cas nous, on s'attelle à recréer un débat apaisé. Bref, de prendre le contre-pied de ce qui observe, et on va le voir, d'utiliser la force du numérique pour créer ces conditions positives d'action et de réenchantement démocratique. Et le deuxième projet sur lesquels on travaille, c'est également la mise en valeur non seulement de ces dissensus, mais également des consensus pour créer ce sentiment de démocratie permanente, et également agir directement sur la société, avoir un impact et activer cette société civile pour avoir un impact direct sur la société. Et là, on a mis en place toute une méthode et des outils d'intelligence collective. Là, on va revoir des outils qui sont liés à la tech pour co-construire, faire travailler ensemble des citoyens, des médias, des entreprises. Donc, une nouvelle fois, utiliser la force du numérique, des nouvelles technologies pour mobiliser et agir. C'est là, effectivement, on prend le contre-pied un peu de tout ce qu'on observe aujourd'hui pour aller vers une vision un petit peu plus positive. Par rapport à ce que disait tout à l'heure Tristan, finalement, Make.org est l'outil qui permet à ceux qui sont peut-être moins radicalisés, moins visibles, de prendre la parole et d'agir sur les réseaux et de faire en sorte d'être plus entendus?
Oui, exactement. C'est très intéressant ce que racontait Tristan. Il parlait d'un marché des militants. Et en fait, notre parti pris, c'est de se dire qu'à un moment donné, ces plateformes numériques, ces espaces de discussion, ils ne peuvent pas être pris en otage uniquement par ces extrêmes. Pourquoi pas les militants, mais pas uniquement par les extrêmes. Et il faut utiliser les règles de ces plateformes, se les approprier pour tenter de faire réagir, agir, prendre l'espace du débat public par des citoyennes et citoyens qui sont un peu plus mesurés, et ça veut dire la majorité des citoyennes et des citoyens. Donc ça, c'est un point vraiment très important. Et Tristan parlait également d'une loupe déformante. C'est le cas, et il faut du coup une nouvelle fois réutiliser ces plateformes numériques pour recentrer les débats, pas uniquement sur ce qui nous divise, mais également sur ce qui peut nous rassembler. Et comment ça marche concrètement? Alors, on a un utilisateur. Ouais, donc nous, donc, je le dis, on remet la parole citoyenne au cœur du débat public, donc pour la co-construction de politiques publiques, pour la mise en œuvre d'actions directes sur le terrain à travers des sujets de société qui sont la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre les violences faites aux enfants, on l'a vu ces derniers jours. Et donc, on va utiliser plein d'ingrédients tech, digitaux, numériques pour mobiliser et pour servir l'intérêt général. Et cette notion de mise en service, elle est vraiment importante. C'est-à-dire, je crois que c'est David aussi qui le disait, c'est-à-dire que le numérique, le digital, les algorithmes, ce sont des moyens, des canaux qu'il faut utiliser au service d'une vision et d'une mission. Ce n'est pas eux qui créent un impact en soi négatif ou positif. Il faut les articuler. Donc, très, très, très concrètement, nous, on a une première plateforme qui est une plateforme numérique de consultation citoyenne avec un principe très simple, un principe de question ouverte. Comment lutter contre les violences faites aux femmes, par exemple. Une question sur laquelle tout le monde, justement, se sent légitime à répondre. On remet donc ces citoyennes et citoyens au cœur du débat. Ils se sentent légitimes à répondre. Et on peut soit faire des propositions face à cette question, soit interagir et voter sur les propositions des autres. Donc c'est un fonctionnement très simple qui va amener un débat plutôt sain, un débat même très constructif. Et on va s'assurer, nous en tant que plateforme de démocratie participative, qu'il y a une certaine massivité et une certaine représentativité par rapport aux personnes qui participent à cette consultation. C'est là, par exemple, où on va utiliser le potentiel des réseaux sociaux. On va aller chercher les gens là où ils sont. Ils sont notamment sur les réseaux sociaux, donc on va utiliser la force des réseaux sociaux pour aller faire de l'acquisition de participants à la plateforme citoyenne avec des critères d'âge, de région très, très, très larges qui est permis par les réseaux sociaux. Donc on va prendre cet espace public qui est celui des réseaux sociaux pour aller interpeller les gens sur des sujets qui les concernent, pour faire en sorte qu'ils prennent la parole et qu'il n'y ait pas uniquement des visions extrêmes qui débattent. On va également utiliser la force des médias. On a développé une technologie qui peut s'insérer sur notamment les sites médias pour permettre aux utilisateurs qui sont sur les médias en train de lire des articles d'interagir avec la consultation. Donc voilà. Et on va également utiliser tous des systèmes, on en parlait tout à l'heure, d'anti-trolling, de repérage de groupes d'intérêt grâce à l'intelligence artificielle pour s'assurer que ce soit réellement une consultation citoyenne, donc pas uniquement un espace dans lequel il y a uniquement des groupes soit extrêmes, soit des groupes d'intérêt qui discutent, mais que tout un chacun puisse prendre part à la discussion. Donc ça, c'est la première plateforme qu'on a mis en place, une plateforme de consultation citoyenne, une question. À l'issue de cette consultation, nous, on fait ressortir notamment les grandes priorités citoyennes, les consensus, c'est important, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire. Bien évidemment, les dissensus, là, il y a du débat. Et là également, nous, on appelle ça plutôt les repoussoirs, là où tout le monde plutôt s'accorde à dire qu'il ne faut pas agir. Donc vraiment, cette idée de mise en question pour agir. Donc, première plateforme. En chapeau de tout ça, on a bien évidemment la question de la transparence.
On travaille sur des sujets de démocratie participative, sur des sujets de société. Donc, au même titre qu'on a des problèmes de transparence quand ça touche aux réseaux sociaux ou de gouvernance, nous, on a essayé de mettre en place à la fois la gouvernance qui passe par un code open source, l'open data, et également pour une gouvernance qui est orchestrée par un conseil éthique, parce qu'à chaque fois... On va revenir sur ce point, effectivement, pour savoir comment vous choisissez vos sujets, mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'initiatives sur lesquelles vous travaillez? Tu as cité les violences faites aux femmes, tu as cité aussi l'enfance. Est-ce que tu as des exemples d'initiatives, de projets, de consultations qui ont particulièrement bien fonctionné ces derniers mois ou ces dernières années? Oui, tout à fait. Alors du coup, je vais vous citer ce qu'on appelle la Grande Cause. C'est un programme d'impact de 3 ans, Stop Violence Faites aux Femmes, qui a commencé par une consultation citoyenne. Donc c'était en 2017, c'était juste avant le lancement du mouvement MeToo, et on a mobilisé à ce moment-là, et en parallèle de ce mouvement, plus de 400 000 Françaises et Français autour de la question comment lutter contre les violences faites aux femmes. On a mobilisé des personnalités, on a mobilisé des médias, des organisations, des associations, des entreprises. On a récolté, avec notre système dont je vous ai parlé, 4000 propositions, 1 million de votes. On a analysé ces données avec nos algorithmes qui ont permis d'en dégager des priorités. C'était les priorités citoyennes. Et le fait, en fait, d'avoir initialement cette massivité représentative d'une population qui s'exprime sur un sujet, c'est un effet très mobilisateur, notamment ensuite pour les entreprises, des associations qu'on a mis autour de la table pour agir concrètement sur ces priorités citoyennes. Donc, on avait 8 priorités et on a travaillé autour, là, plutôt d'une plateforme de concertation en plus petit nombre pour faire ressortir de l'intelligence collective sur des actions très concrètes à mettre en place pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et donc là, fin d'année dernière, on a annoncé notamment 4 initiatives. Je peux vous en citer une, qui sont issues du travail qui a été fait avec les associations par Make Power Foundation et également des entreprises. On a notamment développé une plateforme numérique pour accompagner chaque année 20 000 femmes victimes de violences. En fait, cette plateforme, elle s'appelle Mes mots de vie, et elle permet d'aider les victimes à sortir de l'isolement. Elle permet de sécuriser des documents, de s'informer, d'appeler à l'aide à travers la plateforme. Donc voilà, et on l'a développée avec France Victimes. On a également une formation en ligne qu'on a développée, donc beaucoup d'outils numériques en fait qu'on a développés suite à cette grande consultation. Donc une formation en ligne à destination des agents de la police nationale pour améliorer la prise en charge par les services de police des femmes victimes de violences. Et donc ça, c'était organisé et co-conçu avec le collectif féministe contre le viol. Donc à chaque fois, la parole citoyenne qui légitimise et mobilise des citoyens, on fait ressortir des priorités citoyennes, on se met autour de la table et on crée l'intelligence collective pour mettre en place des actions à impact déterminante à l'échelle nationale. Une question qui, tout à l'heure, est apparue sur le fil Facebook du Huffington Post que j'aimerais te poser parce qu'elle pose la question de l'éthique. Et la personne qui posait la question disait « Mais comment on s'assure que ces outils ne pervertissent pas les décisions démocratiques ?» Autrement dit, comment est-ce que vous choisissez les sujets sur lesquels vous travaillez? Comment est-ce que vous n'êtes pas dépendant d'un côté peut-être d'intérêts politiques ou même économiques, ou finalement ne devenez pas l'effet de levier pour des militants d'un nouveau genre qui ont besoin de faire avancer une cause quelconque? Comment est-ce que vous décidez des sujets que vous traitez sur la plateforme? Alors, c'est une très bonne question, hein, ce sujet de l'impact notamment de la gouvernance, la manière dont on décide. Alors nous, il y a différents sujets qu'on traite. Il y a des sujets où on va prendre la décision. C'est-à-dire que c'est des enjeux, on va décider que c'est des enjeux transversaux, des enjeux de société. Par exemple, agir pour l'environnement, l'alimentation, accès à la culture pour tous, le développement des territoires. Et puis il y a d'autres sujets qui sont plutôt des sujets de fracture, donc les femmes, les jeunes, les aînés, les personnes handicapées, les enfants. Là, on va décider en interne qu'il s'agit de sujets dont on doit se saisir. Donc on demande réellement la permission à personne, si ce n'est à notre conseil éthique,
puisque je l'évoquais un tout petit peu en amont, on s'est doté d'une gouvernance particulière parce qu'on travaille sur des sujets de démocratie, parce que quand on travaille sur des sujets de démocratie, il faut réfléchir justement à son indépendance, il faut réfléchir du coup aussi à une gouvernance qui permet de challenger les décisions qui sont prises. Donc ce conseil éthique, il est composé de 3 personnalités qui sont notamment aujourd'hui Mathieu Dardaillon de Ticket for Change, Anne-Claire Pache qui est professeure à l'ESSEC, également Cynthia Fleury qui est psychanalyste et philosophe, et également de 2 personnes, Aude et Claude, qui font partie des personnes qui ont participé à des consultations sur Make.org et qui ont été sélectionnées. Et donc, ces personnes-là, en fait, on va leur montrer les sujets qu'on a choisis, on va leur montrer les clients avec lesquels on va travailler, on souhaite travailler, et elles vont nous dire oui ou non, est-ce qu'on traverse la ligne rouge, est-ce qu'on est toujours éthiquement dans les clous. Donc, c'est très, très important d'avoir une entité indépendante qui regarde ce qu'on fait en tant qu'acteur de la démocratie participative, en termes d'acteurs à impact, et qui donne un avis éclairé et qui a le pouvoir de nous dire non sur des choix qui sont faits. Alors, pour aller un cran plus loin sur cette question, est-ce qu'il vous est arrivé de dire non? Alors oui, il est arrivé de dire non, notamment alors sans dévoiler forcément à qui nous avons dit non, mais sur des sujets qui touchent notamment, par exemple, si dans le cadre d'un sujet sur l'environnement, nous avons un acteur qui est plutôt pas très actif sur ce sujet-là et qui souhaite venir autour de la table et qui n'a pas d'impact réellement direct, si ce n'est un impact négatif sur l'environnement, et qui souhaite être autour de la table pour en discuter directement, là, on peut dire non. On peut dire non. On dit oui aux personnes qui sont en mesure, sur le sujet, de changer radicalement la donne, ou de faire un pas assez fort pour modifier le problématique qu'on a déterminé. Donc, un acteur qui est vraiment trop éloigné et qui, dans son cœur business, cœur de métier, veut être autour de la table, du coup, pas pour les bonnes raisons, parce que nous, autour de la table, il faut qu'il y ait des gens qui soient en mesure réellement d'agir. Dans ce cas-là, on dit non.